sœurs et chers conférenciers, chers étudiants, mesdames, messieurs les invités, chers frères et sœurs, c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver ici à Abidjan à l'occasion de la commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop pour donner ma perspective sur ce que c'est que le panafricanisme. En réalité, tout a été dit du point de vue du concept, du point de vue de la perception, du point de vue de la charge émotionnelle, la charge que contient cette notion de conscience panafricaine. Je suis venu pour partager une opinion, parce que ce que nous appelons panafricanisme ou conscience panafricaine ou encore conscience du panafricanisme a fait l'objet de réflexion, a suscité un mouvement. Et à l'origine, ce mouvement avait pour vocation d'œuvrer à la libération des peuples noirs. Ces peuples noirs, où qu'ils se trouvent, en Afrique, en Amérique, en Europe, à travers le monde, les Africains du continent et les Africains de la diaspora. D'ailleurs, c'est au sein des Africains de la diaspora, issus des descendants d'esclaves, victimes de la déportation massive des forces vives du continent noir, que ce concept a pris jour, a vu le jour du moins, que ce concept a pris corps, que ce concept s'est développé et est revenu sur le continent mère avec l'adhésion d'une jeunesse africaine à l'époque. Je dis bien d'une jeunesse africaine à l'époque, parce que lorsque nous parlons des grands noms de la conscience noire, des grands noms du panafricanisme, ils étaient tous jeunes. Ils étaient tous jeunes. Aucun d'eux n'était plus âgé, il était âgé de plus de 30 ans ou de 40 ans. Voyez. Ils ont porté un rêve, celui de voir notre continent libéré de la domination. Parce que ce continent a subi 4 siècles d'esclavage, avec presque un siècle de domination coloniale. Et il continue à subir encore la domination néocoloniale. C'est un fait, c'est une réalité. Et le mouvement du panafricanisme a contribué à la libération quasi totale de notre continent. Nous avons connu les indépendances. Nous avons connu des luttes postérieures aux indépendances acquises sous diverses formes. Les indépendances acquises de façon pacifique et des indépendances acquises aussi par la lutte, souvent la lutte armée. Ceci a été courant en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique australe, mais pour l'essentiel, notre continent, on peut dire aujourd'hui, vit débarrassé du phénomène colonial.
Et la même conscience panafricaine a donné naissance à l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, avec l'espoir de conduire ce continent vers son unité. Cette organisation s'est muée dans les années 2000 pour donner l'Union africaine, avec encore beaucoup plus d'espérance pour cette unité tant recherchée. Mais, il y a un mais, parce que nous avons l'impression qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'unité de l'Afrique se présente plutôt comme un mirage qui recule au fur et à mesure que nous avançons. Et ce n'est pas parce que Cheikh Anta Diop n'a pas écrit suffisamment pour expliquer l'importance de la culture africaine, l'importance de la conscience noire africaine. Ce n'est pas parce que d'autres n'ont pas écrit. Beaucoup d'autres Africains ont écrit sur cette conscience, sur cette renaissance africaine, sur la nécessité pour l'Afrique de se réconcilier avec son histoire, sur la nécessité de l'Afrique de se réconcilier avec sa culture, pour l'Afrique de se réconcilier avec elle-même, pour prendre son destin en main face aux autres peuples, face aux autres continents. Mais pourquoi l'œuvre paraît si colossale? Pourquoi l'œuvre paraît si impossible à réaliser? Est-ce parce que nous n'avons pas suffisamment conscience que l'unité fait la force ou que l'union fait la force? Est-ce parce que nous n'avons pas suffisamment de courage pour affronter toutes les forces centrifuges de domination ou qui expriment des velléités de domination de notre continent? Est-ce parce que nous n'avons pas le courage d'assumer nos responsabilités? Autant sont les questions. On pourrait également dire, est-ce parce que nous, Africains, n'avons pas été capables de concevoir la stratégie la plus idoine pour conduire ce continent vers cette unité, pour donner un sens réel au panafricanisme? La réponse se trouve entre les mains de chacun et de chacune de nous ici. Comment entrevoyons-nous notre avenir? Comment entrevoyons-nous l'avenir de notre continent? Comment entrevoyons-nous l'avenir de nos pays si nous savons que nos pays pris individuellement ne représentent pas grand-chose, si nous savons que l'heure est à la construction des grands ensembles, si nous savons que malgré notre division, nous demeurons la force du monde, parce que, imaginez un tant soit peu, ce continent, avec à peine 15% de la population mondiale, détient à lui tout seul 30% des ressources minéralières du monde. Ce continent, avec 15% de la population mondiale, détient à lui tout seul un tiers du potentiel énergétique du monde. Nous sommes assis sur la richesse et nous croupissons dans la misère, dans la pauvreté. D'aucuns en sont arrivés à parler de la malédiction des ressources minéralières. Pourtant,
ces ressources devraient être une bénédiction pour nous, car la nature nous en a dotés. Mais au-delà de ces ressources naturelles qui ont vocation à s'épuiser, il y a la ressource humaine qui est la plus importante. Ce continent de plus d'1 milliard d'habitants représente l'avenir du monde. Du fait que ce milliard d'habitants est extrêmement jeune, du fait que ces jeunes constituent la force de travail, à la seule condition que l'Afrique travaille à former cette jeunesse, à lui donner la capacité d'apporter sa contribution à la construction de l'Afrique, mais aussi à la construction de l'humanité, à donner à chaque Africain la possibilité de croître son utilité marginale individuelle. Mais, une fois de plus, il y a un mais, c'est que, de mon point de vue, nous n'avons pas encore compris que notre développement doit être endogène, doit s'appuyer sur nos réalités. Et n'ayant pas compris cela, nous avons une conception extravertie du développement. Nous nous appuyons sur des concepts qui sont étrangers à notre culture, des concepts qui sont étrangers à notre réalité. Pour vous qui avez certainement pu suivre l'actualité, par la force des choses, j'ai été entraîné en politique dans mon pays cette année. Et bien souvent, on me posait la question de savoir de quel courant idéologique j'étais. Vous êtes de gauche ou de droite, vous êtes social-démocrate, vous êtes libéral, et je leur disais, je ne suis rien de tout ça. Mais pourtant, vous devez avoir une coloration. J'ai dit, je n'ai aucune coloration. Ma coloration, elle est africaine, elle est burkinabé. Et nous tous qui sommes assis dans cette salle, je mets au défi quiconque de pouvoir me dire dans sa langue maternelle social-démocratie. Nous ne sommes pas capables d'utiliser ces concepts dans nos langues pour parler à nos peuples. Pourquoi alors adopter ces concepts qui ne nous apportent rien, qui sont là pour nous tromper, pour tromper nos peuples, pour tromper nos populations? J'ai dit qu'il y a bel et bien une prospective burkinabé, une prospective africaine, parce que le développement a un contenu culturel. Sans la culture, il n'y a pas de développement. Et l'histoire nous enseigne cela à volonté. Et comme nous n'avons pas intégré cette dimension de la culture dans notre perception du développement, dans notre stratégie de développement, nous n'avons pas compris comment nous devons procéder. Aujourd'hui, nous voyons à travers le continent des partis politiques qui se créent et qui luttent pour adhérer à l'internationale socialiste, qui luttent pour adhérer à l'association des partis libéraux. Nous savons que la transformation politique du continent passe par la transformation des Africains eux-mêmes, parce que les sociétés sont faites par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. Rien d'autre ne peut être fait dans nos sociétés sans l'homme. Et vouloir transformer une société sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est transformer l'homme, c'est transformer la femme. Et transformer l'Afrique, c'est transformer l'homme africain, c'est transformer la femme africaine. Et cette transformation
Cette transformation, c'est une révolution des mentalités. C'est une révolution des mentalités parce qu'on ne développe personne. On se développe ou on aide à se développer. Et cette révolution des mentalités, vous le savez très bien, que ce ne sont pas ceux qui nous ont dominés, qui nous ont écrasés, qui nous ont exploités, qui vont nous aider à changer de mentalité. Ils ont créé volontairement en nous le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité, nous devons en sortir. Sortir par nous-mêmes, par notre travail, par notre prise de conscience. Et pour cela, il faut un nouveau leadership en Afrique. Il faut un nouveau leadership parce que l'exemple vient d'en haut. Il faut des leaders qui soient capables d'assumer leurs responsabilités. Il faut des leaders qui soient capables de comprendre qu'il faut conduire le peuple ou les peuples africains vers la libération totale de l'Afrique. Cette libération, je dis totale, parce que l'indépendance politique que nous avons acquise est formelle. Dans la réalité, nous ne sommes pas indépendants. Si nous n'avons pas notre indépendance économique, nous ne pourrons jamais être indépendants dans ce monde. Et pour cela, la lutte est politique. La lutte n'est plus culturelle. Le panafricanisme doit quitter le contexte culturel, le contexte de la pensée, pour devenir politique. Il faut que des partis politiques panafricanistes se créent. Il faut que des partis politiques panafricanistes aillent à la conquête du pouvoir pour faire valoir le panafricanisme en Afrique. Malheureusement, le problème se trouve au niveau de nous, les intellectuels. Nous, les intellectuels qui sommes capables de comprendre cela, mais qui malheureusement refusons de prendre nos réalités, nos responsabilités du moins, parce que nous avons vu que des Africains qui ont tenté de sortir l'Afrique de l'ornière ont été assassinés, ont été trahis. Et dans le dernier livre que j'ai publié, Jean-Baptiste Natama, un nouveau leadership africain, par-dessus la barre haute, préfacé par le professeur Likan Bokolo, j'ai dit certaines vérités, et ce sont les mêmes intellectuels qui sont venus vers moi pour me dire « Mais tiens, tu n'as pas peur de dire ces vérités ?» Je leur dis « Mais on ne vit pas deux fois. » Mais dans l'aventure politique que j'ai vécue cette année, j'ai connu davantage ces intellectuels qui nuitamment me disent « Oui, nous t'encourageons », mais dans la journée ne se mobilisent jamais pour se montrer dans la lutte. La lutte pour l'unité de l'Afrique, la lutte pour la victoire du panafricanisme, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener au grand jour. C'est un combat qu'il faut mener avec conviction. C'est un combat qu'il faut mener avec détermination. Je voudrais vous dire qu'en dépit de tout ce qui sera dit ici par les éminents professeurs, la lutte sera politique ou elle ne sera pas. Je vous remercie. Je pense qu'on va laisser encore, on va laisser dans le temps. Allez, c'est facile. On applaudit encore.